J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. À chaque crise internationale, à chaque épisode qui bouleverse ou qui ébranle l'actualité internationale, à chaque fois qu'il y a une guerre dans la région, au Moyen-Orient, au Proche-Orient, en Afrique du Nord, à chaque conflit meurtrier, à chaque fois que la question palestinienne, notamment, s'embrase, en Algérie, c'est la même musique que nous entendons. Faites attention, l'Algérie c'est la prochaine cible, nous sommes sur la liste des pays visés, la sécurité nationale est en danger, la stabilité du pays est en danger, on doit être unis derrière le système, derrière les responsables du pays, derrière le président de la République, on doit être tous solidaires, l'Algérie d'abord et avant tout, on doit renoncer à tout. C'est la même musique. Dans cette musique, il y a des paroles qui sont vraies. L'Algérie attire les convoitises. On l'a expliqué nous-mêmes dans l'émission précédente que nous avons diffusée tout à l'heure, les dessous de ce plan dangereux qui vise à transformer l'Algérie en un deuxième Iran de la région. L'Algérie, grand pays, le plus grand pays du continent africain, avec son sous-sol très riche, avec sa position géographique, avec ses atouts humains, attise les convoitises, attire les puissances étrangères, régionales et mondiales, attire les lobbies les plus malveillants. C'est naturellement, on ne peut pas le démentir, cette vérité. Moi, j'aimerais vous inviter à un débat. Un débat qui porte sur la question suivante. Quel est le plus grand danger contre l'Algérie? Israël et les lobbies sionistes, Israël et ses alliés, ou la Hogra et la dictature qui sévit en Algérie et qui ébranle et qui affaiblit l'Algérie dangereusement. Quel est le plus grand ennemi qui affaiblit notre pays aujourd'hui? Est-ce que c'est la menace extérieure ou le péril intérieur? Regardons la situation de notre pays. Répression, dictature, persécution généralisée, sous-développement économique, injustice, hogra, corruption. Est-ce que tous ces défaillances et dysfonctionnements ont été générés par l'invasion d'une puissance étrangère? Non. Par l'agression d'une puissance étrangère? Non. Par la menace d'une puissance étrangère? Non. C'est malheureusement le pouvoir local, le régime actuel, la mauvaise organisation politique, l'illégitimité de certains décideurs, les abus de pouvoir de certains responsables et le fonctionnement profondément malsain de l'État actuellement, de l'État algérien, qui procure à l'Algérie ou qui expose à l'Algérie à des fragilités dangereuses. On nous parle de la menace extérieure. Qui est censé lutter contre la menace extérieure? Qui est censé permettre à l'Algérie de renforcer sa stabilité, sa sécurité, de la protéger contre les menaces extérieures et les périls qui la menacent? Ce sont ses enfants et ses élites d'abord. Ce sont ses élites militaires, ses élites civiles. Les militaires sont censés diriger, créer une armée moderne pour protéger le pays. Les élites civiles sont censées permettre à l'Algérie de se doter d'une économie prospère qui produit des richesses pour donner des moyens de conditions de vie agréables, les plus agréables possibles à la population et pour offrir les financements nécessaires pour justement bâtir une armée et des moyens de résistance. Aujourd'hui, quelle est la situation de nos élites? Nous sommes en 2025. Plus de 155 généraux et plus de 55 officiers supérieurs de l'armée algérienne, dont des généraux et des colonels et des officiers supérieurs étaient emprisonnés depuis 2024. Depuis 2024. Le chiffre de ces militaires emprisonnés en Algérie a dépassé en ce mois de juin 2025 la barre des 170. Je dis bien en novembre 2024, il y avait 155 officiers militaires algériens en prison. Parmi lesquels une soixantaine de généraux majeurs, d'autres des colonels et d'autres des officiers de second rang. Ça reste des officiers supérieurs, des capitaines, des commandants, Alors, quand on regarde cette situation de près, mais comment se fait-il que nous avons 155 généraux, officiers supérieurs de l'armée, colonels et capitaines en prison? C'est qu'il y a un malaise au sein de l'armée. Elle dit 155 en novembre 2024. Aujourd'hui, nous avons dépassé la barre
Je dis bien, nous avons dépassé la barre des 70. Et certaines sources parlent de plus de 180. De plus de 180. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le record de 155 a été largement battu. Mais largement battu. On n'est plus à 155. Moi, j'aimerais savoir, c'est un constat qui... 10 généraux-majors minimum sont en prison. Ça, en 2024, une soixantaine de généraux. Parmi les gens qui sont emprisonnés, il y a des gens qui sont extrêmement compétents, réputés en tout cas pour leurs compétences dans leur domaine. Une armée qui a 155, plus de 100, aujourd'hui encore une fois le chiffre le plus exact dépasserait les 170, selon certaines sources on flirte avec les 180 militaires emprisonnés, des officiers. Je ne parle pas des soldats, sergents, officiers, c'est-à-dire à partir de commandants, officiers supérieurs, commandants, lieutenant-colonel, colonel, et on monte. Les officiers gradés. La question, quand on se penche sur cette question, enfin quand on plonge sur cette question, on remarque qu'il y a des généraux très compétents. Abdelhamid Ghaliss, ancien secrétaire général du ministère de la Défense nationale, un docteur, c'est un docteur dans son domaine, dans un domaine de l'énergie nucléaire, un homme extrêmement brillant, et il est emprisonné. Pourquoi? Soupçonné d'être dans une affaire de corruption. Est-ce qu'il a été jugé? On nous dit qu'il a été jugé. Est-ce qu'il y a des preuves, etc. Mais il y a des généraux-majors qui sont extrêmement réputés, très expérimentés. Saïd Bey, l'un des plus anciens généraux algériens encore en vie, qui a dirigé plusieurs régions militaires et qui a une expérience importante dans la lutte contre le terrorisme. Il est toujours emprisonné. Chef Abdelrazak, des anciens patrons de la gendarmerie, des anciens responsables des services secrets. La liste, elle est longue de ces généraux, de ces officiers qui ont des compétences, qui ont du parcours, qui ont démontré, se sont sacrifiés pour le pays pendant les années 90, qui ont connu les années 70, qui ont été formés par l'armée. Certains ont étudié à l'étranger, ils ont fait de grandes écoles militaires. Ils sont toujours emprisonnés. Nerdou, quelqu'un comme Ali Rderi. Ali Rderi. Tout le monde connaît l'histoire de Ali Rderi. Tout le monde connaît comment il a été emprisonné en 2019 pour des déclarations politiques. Parce que le système à l'époque ne lui avait pas pardonné de s'être représenté aux élections présidentielles d'avril 2019 qui ont été annulées et reportées, et de s'être opposé au chef d'état-major de l'armée nationale et populaire Ahmed Gaïd Salah et d'avoir voulu défendre la voie du changement. Un militaire algérien qui a eu des brillantes études à l'Académie navale de Saint-Pétersbourg, ensuite à l'Académie militaire de Moscou, ensuite à l'Académie d'état-major de Damas. Il est titulaire, entre autres, d'un magistère en relations internationales, d'un doctorat d'État en études stratégiques, spécialisé dans la politique de sécurité nationale. Ce monsieur, Ali Rderi, il a fait 6 ans de prison. Il a été libéré que récemment, le 12 juin 2025. De juin 2019 jusqu'à juin 2025, il était emprisonné. Malade, maintenant il est âgé de 61 ans, le pays n'a pas du tout profité de son génie ni de son savoir-faire. Il a fait de la prison, pourquoi? Parce qu'il a tenu des déclarations politiques. Son fils, il a un fils, Ali Rderi, qui s'appelle Yassine. Il a étudié comme son père. Il a fait l'Académie des Marines aux États-Unis d'Amérique. Il a fait une école américaine. Je dis bien une école américaine. C'est pas n'importe quoi. Il a suivi le chemin de son frère, de son père, de son père. Donc, au retour des États-Unis d'Amérique, où il a fait il a étudié à une académie militaire prestigieuse, il a été recruté, il devait faire la marine. Il a été récupéré par les services secrets algériens, à travers la direction de la documentation de la sécurité extérieure. Il a été, la DDSE voulait utiliser ses compétences et son parcours. Il a fait une académie militaire prestigieuse aux États-Unis, il maîtrise bien l'anglais, il a côtoyé les Américains. À juste titre, la DDSE a voulu parier sur sa jeunesse, mais surtout sa compétence et ses ambitions. Le pauvre, le fils de Ali Rderi, Yassine, dès que son père a été emprisonné en 2019, sa carrière a été brisée, elle a été cassée, on l'a envoyé à Tindouf. Et de Tindouf, on l'a tellement emmerdé, on l'a mis dans des conditions de travail et de vie désastreuses,
pour quelqu'un qui a eu des études brillantes aux États-Unis d'Amérique, et on l'a forcé à demander sa radiation, il a démissionné de l'armée. Un talent gâché, une compétence perdue. Boualem Ben Nasser, l'ancien consul d'Algérie à Alicante, le fils du général Albi Ben Nasser. On l'accuse de complot, on l'a accusé d'avoir voulu comploter contre ses responsables, d'être le complice de faire du traître et l'espion Farizdin Benchir, d'avoir divulgué des informations classées secret défense et pour déstabiliser l'État en les faisant parvenir à certains cyberactifs et subversifs établis à l'étranger. Il est emprisonné depuis avril 2024. Pas encore jugé. Et Boualem Ben Nasser, c'est l'un des meilleurs connaisseurs du Sahel. Nous qui avons des problèmes au Sahel. Boualem Ben Nasser était coordinateur, chargé des renseignements auprès de l'Union africaine. Il était spécialisé dans la question du Sahel. Il était conseiller d'un ancien président du Burundi qui s'appelle Pierre Buyoya. Il a de l'expérience, ce gars. Mais il est en prison. Et la liste, elle est longue. De ses compétences qui ont été forcées de fuir. Habib Chintouf, le général Habib Chintouf, patron de la première légion militaire. Il n'a même pas voulu revenir. Et la liste, elle est longue. La liste, elle est vraiment longue. De ces militaires qui ont de la compétence, qui ont eu de l'expérience, qui ont du parcours, où ils sont exilés à l'étranger, où ils sont emprisonnés, où ils sont persécutés sur le plan local. C'est-à-dire réduits au silence. Tous ces gens-là, qui leur a fait du mal? Israël? Non. L'impérialisme américain? Non. L'impérialisme russe? Non. L'impérialisme chinois? Non. Les Émirats et ses alliés? Non. Le Maroc et ses alliés? Non. C'est le pouvoir algérien. C'est le régime algérien qui écrase les compétences. Alors moi je me demande, comment demain on est confronté à une guerre. Comment notre armée pourrait affronter une armée étrangère alors que les anciens chefs les plus importants de notre armée sont en prison? Alors je vois combien d'anciens patrons de légion militaire sont emprisonnés, de chefs de corps, d'anciens responsables de services secrets, sont tous emprisonnés. Sont tous en prison. Ou ils ont purgé leur peine et sont sortis, ou ils n'ont pas encore purgé totalement leur peine, ou ils ont été condamnés à de longues peines, et des poids lourds de l'armée. Quand on ne parle pas en prison, certains prennent la fuite parce qu'ils ont peur de la hogra et de finir en prison. C'est le cas du lieutenant-colonel Marouane. On en a parlé. Chef du bureau de sécurité de liaison de l'ambassade d'Algérie à Rome. Toutes nos sources assurent qu'il était bon, qu'il était excellent, qu'il faisait l'objet d'une satisfaction générale au plus haut sommet de l'État, qu'il devait être promu à la tête du bureau de sécurité de liaison de l'ambassade d'Algérie à Paris, pour qu'il puisse aller dans l'expansion. Il est dans la quarantaine. Il a eu un conflit avec des victimes d'une guerre de clan visiblement, un conflit avec sa hiérarchie. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, en tout cas le mystère demeure entier. Il fait défection, il a déserté. Il prend sa famille, il prend la fuite, parce qu'il n'a pas envie de se retrouver à la prison militaire de Blida pour être condamné à 20 ans et 30 ans de prison ferme. Sans aucun procès équitable, sans aucune transparence, parce que tous les militaires qui ont été emprisonnés n'ont pas eu droit à la parole. On n'a pas écouté leurs proches, on ne les a pas écoutés. On ne sait pas s'ils n'en sont coupables. On sait juste que la justice a été expéditive et qu'une justice qui condamne une centaine de personnes, ou dont 3-4 ans, ça s'appelle une justice expéditive. Une justice expéditive, c'est pas une justice qui est juste, elle n'est pas rigoureuse. Ça, c'est pour les militaires. Je parle des civils, d'anciens ministres, d'anciens premiers ministres. Ahmedou Yahya, un grand connaisseur de l'État. Un homme qui a géré l'Algérie durant les années 90. Un homme qui a contribué à la préservation de l'État algérien au moment où nous étions le premier pays menacé par des milices armées, une armée islamiste armée, bénéficiant d'un certain soutien à l'étranger, qui voulait islamiser le pays et mettre fin à la République algérienne. Ahmedou Yahya Oujawidi el Habs. Quel est son tort? On lui reproche de la corruption. Il a parlé durant ses procès, il a donné des justifications. Et même, il a touché de l'argent, on aurait pu lui saisir ses biens, lui mettre son bracelet électronique, assigner à résidence. On aurait pu profiter de son expérience aujourd'hui. Et que l'Algérie est menacée. Quand un pays est menacé, il a besoin de tous ses enfants. Mais il a besoin, pas de ses enfants les plus turbulents, les idiots, les médiocres. Il a besoin des enfants les plus brillants, les plus expérimentés, les plus talentueux,
Et qui va défendre l'Algérie? Avec tout le respect que j'ai. C'est pas le maçon, l'agriculteur, le vendeur de bananes, le plombier, non. Avec tout le respect que j'ai pour ces gens-là. Mais l'Algérie a besoin d'esprits brillants, de politiciens expérimentés, qui ont des connexions, qui savent gérer des questions diplomatiques, de diplomates chevronnés. Ouah la mamra, ouah les anciens dans la ministre des Affaires étrangères. Tous exclus, tous catalogués, tous mis à l'écart. Des gens comme Ahmed Yahya, ils ont le bagage, ils ont l'expérience, ils ont connu ce que c'est qu'un pays confronté à la guerre, ils ont connu ce que c'est qu'un pays confronté à la difficulté économique. Des généraux expérimentés. Des gens qui mettent les jeunes lieutenants qui fuient le pays, qui font défection, comme les enfants comme le fils de Alir Dili. Alir Dili, c'est quelqu'un sur lequel on aurait pu compter. Maintenant, dans quel état il est sorti de prison? Est-ce qu'il aime encore là? Est-ce qu'il a l'injustice qu'il a subie? Est-ce qu'il peut se reconstruire? Est-ce qu'il peut se relancer? Tous ces gens-là, qui les a persécutés? Qui les a épuisés? Qui les a emprisonnés? Qui les a incarcérés? Qui les a humiliés? C'est pas les puissances étrangères, c'est les autorités locales, c'est le pouvoir local qui a fait des rivalités personnelles, qui a fait de son obsession pour le pouvoir absolu, qui veut absolument réduire l'opposition qui est allergique à toute opposition, qui ne veut d'aucune contradiction, qui veut réduire au silence toutes les voix contestataires. Ce pouvoir a créé le vide. Aujourd'hui, l'Algérie est dans un état catastrophique. Un pays a besoin d'une prospérité économique, un pays qui veut assurer sa sécurité nationale a besoin de financer son armée, de financer sa sécurité. Donc il faut une puissance économique. Sans la puissance économique, il n'y a pas de puissance militaire. On a un groupe privé. On a exclu, qui a été clochardisé, ils ont même utilisé ses enfants pour l'exclure et pour le mettre hors d'état de nuire, pour le mettre hors champ. Tous les hommes d'affaires brillants de l'époque Bouteflika, on les a mis en prison, sans chercher à savoir le pourquoi et du comment. Des ministres brillants qui Abdeslam Bouchouel, qu'on le veuille ou non, il avait une stratégie industrielle, il avait une vision, il avait un plan, il avait construit, il a doté le pays de certaines lois et de certains projets d'investissement. Shekib Khalil, quelqu'un qui est connecté, qui connaît les lobbies les plus puissants des États-Unis d'Amérique. On l'a diabolisé, exclu, etc. On l'a insulté. Abdelmoun Ouelqaddour, qui était l'interlocuteur privilégié des grandes compagnies américaines. On l'a photographié dans les aéroports, on l'a réduit à une bête de cirque. Ce sont ces enfants, c'est des enfants de l'Algérie, malgré leurs torts, malgré leurs défauts. Si le pays est en danger, ils auraient défendu le pays, ils n'auraient pas trahi le pays. Ils ne l'auraient pas trahi. Parce qu'ils ont travaillé pour l'Algérie. Ils se sont peut-être enrichis illégalement pour certains d'entre eux. Mais ils se sont enrichis d'abord en Algérie. Et grâce à l'Algérie. Ils n'auraient jamais tourné le dos à l'Algérie. Aujourd'hui, si demain nous sommes confrontés à une agression militaire étrangère, est-ce que nous sommes dans la bonne disposition, dans les bons dispositions pour nous défendre? Combien de risques de désertion? Combien de risques de trahison? Quel est le moral de nos troupes? Le moral de nos élites? Le moral de nos soldats? Le moral de notre population? Parce que les discours, les slogans, comme la dernière fois, le mythe de la puissance en carton. On dit, on est que les Iraniens ne sont les premiers, qui mettent le chef d'état-major de l'armée iranienne. On est prêt à se défendre, on est prêt à attaquer. Premier jour, on va le mettre, premier jour. L'Iran, le première attaque, elle a perdu son chef d'état-major. C'est même pas 3 jours, 4 jours de combat. Donc, nous aime le mythe et le mensonge des puissances en carton. Est-ce qu'on est prêt à se défendre? Et pour être prêt à se défendre contre l'extérieur, est-ce qu'on s'est déjà construit de façon forte et puissante à l'intérieur? Mais avec autant de persécutions, autant de corruption, autant de hogra, autant de monopole du pouvoir, autant de culture de l'opacité, du non-partage, de la non-consultation. L'opposition algérienne, elle est algérienne. Si le pays est attaqué, elle va se mobiliser sur le champ. Mais si tu l'en mets en prison, si tu la casses, si tu la détruis, si tu divises la population, si tu sèmes le virus du doute, les Algériens, ils ont aujourd'hui le doute. Qu'est-ce qui les mène? Qu'est-ce qui nous mobilise aujourd'hui? Qu'est-ce qui nous mobilise? Donnez-moi les leaders qui nous mobilisent. Est-ce que tu es beau de mobiliser toutes les Algériens et tous les Algériens? On l'aurait su si c'était vrai. Ils auraient voté pour lui. Il n'y aurait pas eu 5 ou 6 millions. Ils n'auraient pas été obligés de trafiquer et de faire un simulacre électoral pour les élections anticipées. On n'a pas de leader qui mobilise.
Aujourd'hui, nous sommes dans une Algérie dégoûtée, une Algérie fataliste, une Algérie désespérée. Le premier ennemi de l'Algérie, celui qui fait le plus de mal à l'Algérie, c'est la Hogara, c'est la persécution, c'est les abus des dirigeants locaux. Le pays a été affaibli. Aujourd'hui, pourquoi on est autant isolé? À la suite de Bouteflika, on n'a pas été aussi isolé. Pourquoi à l'époque de Bouteflika, l'Algérie était rayonnante, l'Union africaine, on n'avait pas de problème avec les pays du Sahel, on n'avait pas de problème avec les Émirats, on n'avait pas autant de crises avec l'Espagne, la France, et nos partenaires importants, la Russie, elle ne tournait pas le dos, la Chine, elle voulait s'implanter durablement en Algérie. Aujourd'hui, je regarde comment nous sommes devenus. Parce qu'à l'époque de Bouteflika, il n'y avait pas autant d'emprisonnement, il n'y avait pas autant de hogara, il n'y avait pas autant de persécution, il n'y avait pas autant d'exclusion des élites. Aujourd'hui, nous sommes dans une mécanique extrêmement... On a un seul groupe restreint de décideurs qui s'est emparé du pouvoir et qui a exclu tout le monde, qui a clochardisé tous ses adversaires, qui a persécuté tout le monde. Celui qui parle, celui qui respire est menacé d'emprisonnement. Il est menacé de prison. On ne peut pas défendre un pays comme ça. On ne peut pas se défendre dans ces conditions. Moi, j'appelle au sursaut. J'appelle au réveil. Si on veut protéger l'Algérie des périls extérieurs qui sont à venir et qui sont concrets, qui sont palpables, on doit d'abord se débarrasser du péril intérieur. Mettre fin à l'autoritarisme absolutiste, mettre fin à la hogara, aux abus de pouvoir, aux politiques des emprisonnements des élites, arrêter la clochardisation des élites, ouvrir un processus de consultation nationale, restaurer les libertés publiques et individuelles, relancer l'économie du pays. Tout cela ne peut pas se faire sans un climat d'enthousiasme, un climat d'unité nationale. Il n'y a pas d'unité nationale dans un pays où la hogara, où les emprisonnements, où la presse n'est pas libre, où les partis politiques ne sont pas libres, où les opposants ne sont pas libres, où les activistes politiques ne sont pas libres. Il n'y a pas d'unité nationale dans ce genre de pays. Retenez bien la leçon de l'Iran. En Iran, les Israéliens ont monté des opérations sur le sol iranien depuis le sol iranien, en utilisant des cellules dormantes, en profitant du climat politique malsain au sein de la dictature iranienne pour fomenter des attentats et des attaques militaires depuis le territoire iranien. Pourquoi? Parce que il y a des Iraniens qui ont trahi le régime et qui ont préféré pactiser avec Israël que de continuer à subir ou à supporter ou tolérer la dictature de leur régime. Ce scénario, il faut absolument l'analyser. Il faut réfléchir aujourd'hui, agir vite. Agir vite. Il faut libérer toutes les personnalités nationales compétentes. Libérer les militaires emprisonnés. Libérer les anciens ministres, les anciennes personnalités nationales qui ont été emprisonnés et qui peuvent apporter un plus au pays. Il nous faut une politique de rassemblement national, réel, effectif. Un rassemblement pour la lutte pour l'intérêt général du pays, pas pour l'allégeance aux décideurs, pas pour la soumission écervelée. Non, nous avons besoin d'un rassemblement national pour défendre la patrie, pour développer la patrie, pour renforcer la sécurité de la patrie, et non pas pour faire allégeance à un tel ou à un tel. Les gens meurent. Tebboune n'est pas éternel. Chengueha n'est pas éternel. Mais l'Algérie est immortelle. Si on ne le fait pas maintenant, ce sursaut et ce changement dans la manière avec laquelle on gère le pays, on gère les élites du pays, je peux vous assurer que nous serons confrontés à des menaces existentielles face auxquelles on risque d'être désarmé, malheureusement.